En manchette aujourd'hui, les infirmières de la région votent massivement en faveur de leur nouvelle convention collective. Un rapport d'enquête bien accueilli par le conseil de Kitsakik. TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon vendredi, merci de vous joindre à nous. Eh bien, après plus d'1 an et demi d'efforts, une nouvelle convention collective a finalement été conclue entre la FIC et le gouvernement du Québec hier en fin de journée. Et Alexis, les infirmières de la région se sont prononcées particulièrement en faveur. Oui, particulièrement, on parle ici de 86 % de votes pour ici du côté de la région, comparativement à 66 % au niveau maintenant provincial. Si on se concentre sur notre région, c'est un gros poids de moins qui va être placé sur les épaules des infirmières et sur le syndicat, puisque ça datait quand même du 31 mars 2023, cette dernière convention collective. Et depuis, il y avait toujours des négociations. Évidemment, on cherchait là, à un nouveau contrat de travail à bonifier certains éléments, notamment les heures supplémentaires, par exemple. Et également, là, on a une enveloppe monétaire là, qui va être à distribuer ici du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Il reste encore à déterminer de quelle façon est-ce que cette enveloppe monétaire-là va être distribuée et cet argent-là va être géré. Il y a eu des négociations qui ont été faites avec le ministre de la Santé à ce sujet-là. Mais au moins l'essentiel, la convention, elle est signée. C'est la bonne nouvelle. Je vous laisse écouter le président du syndicat de la FIC-CISA. Ici, c'est 86 % des membres qui ont voté en faveur de cette entente-là, comparativement à 74 % au mois d'avril. Donc, on voit qu'on a une adhésion encore plus importante. On est heureux, on est soulagé d'avoir enfin un nouveau contrat de travail. Maintenant, on a bien hâte qu'il soit mis en application. Là, cet été, on a eu la chance de rencontrer Christian Dubé au mois d'août, qui nous a promis que cette fois, ça irait rapidement. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir des mesures incitatives pour augmenter la disponibilité de main-d'œuvre, comme on avait fait la dernière fois. Peut-être aussi des incitatifs pour attirer de nouvelles personnes en région. Donc, tout est à négocier, mais clairement qu'on a un enjeu de temps. On doit réagir rapidement vu la pénurie. Alors qu'Emilia, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réagi via la plateforme X, mentionnant que cette nouvelle convention allait être beaucoup plus attrayante et efficace pour le système de la santé. Je reviens avec un reportage complet ce soir. Oui, même si l'entente collective a finalement été signée, c'est un dossier dont on risque d'entendre parler encore dans les prochains temps. Merci, Alexis. Absolument, merci. Autre dossier maintenant, dans la communauté de Kitsakik, le Conseil Anishinabek accueille favorablement un rapport d'enquête publique et s'engage à lutter contre la violence latérale dans sa communauté. L'enquête qui a débuté l'an dernier visait à faire la lumière sur des allégations de comportement de violence de la part de 2 membres élus du Conseil, soit Régis Pénoswé et Charlie Papati. Les conclusions sont que ces 2 personnes n'ont pas usé de violence latérale, d'harcèlement ou encore de discrimination. La firme indépendante précise aussi que les agissements de Régis Pénoswé et de Charlie Papati s'inscrivent dans une dynamique de conflit qui persiste dans la communauté depuis plusieurs années. Une réflexion visant une guérison collective sera entamée. On poursuit avec 4 personnes qui ont échappé au pire hier après-midi après tomber dans l'eau dans un secteur de la route 113 entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon. Ils étaient à bord d'une embarcation qui a chaviré dans une zone de rapide. Vers 13h30, les services d'urgence ont été appelés. Ils ont pu porter secours au groupe qui était en détresse. Et actuellement, 2 de ces personnes ont été transportées dans un centre hospitalier par mesure préventive, potentiellement en lien avec de l'hypothermie. On va parler transport en commun, puisqu'à Rouyn-Noranda, des minibus font finalement leur apparition sur le circuit d'autobus de la ville. Le tout est entré en fonction ce matin. Le changement des 2 autobus grand format vers 4 minibus s'inscrit dans les modifications au service de transport en commun, amorcé il y a plus d'1 an. Mais par contre, la desserte des quartiers Évin et Granada n'est toujours pas confirmée, bien que le tout ait été demandé par la ville à Autobus Maheu, le transporteur responsable du service. D'autres annonces d'ajouts et de changements au transport en commun sont à prévoir prochainement, selon l'administration municipale. Et on poursuit avec le ministre de l'Éducation qui a conclu hier sa tournée dans notre région alors qu'il a visité le centre de formation professionnelle de Val-d'Or, qu'il perçoit comme un modèle, comme nous le rapporte Félix Placquer. J'ai outils électro, c'est bon ça? Oui. C'est ça qu'on fait. Le ministre Bernard Drainville s'en est fait mettre plein la vue au centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Et après la visite, il n'avait que de bons mots pour l'établissement. Moi, ce que ça me dit, après un avant-midi comme ce matin, ce que ça me dit, c'est que la formation professionnelle a un extraordinaire avenir au Québec, là, puis qu'une des matrices
où ça va se jouer, où l'avenir de la formation professionnelle va se décider puis va se jouer, c'est ici. Il a d'abord salué les initiatives de l'école en matière de réussite scolaire. Vous êtes des innovateurs au niveau de ce qui s'appelle la concomitance, c'est-à-dire que tu as un élève qui va faire son diplôme d'études secondaires, qui va faire ses matières de base, mathématiques, français, anglais, mais qui va faire de la formation professionnelle en même temps, qui va donc apprendre un métier. Puis ce métier-là va faire en sorte que l'élève va rester à l'école. Là, il apprend à manœuvrer la machine dans un couloir étroit qui serait celui d'une mine. Exactement. Et il a louangé les prouesses que met en œuvre le CFP de Val-d'Or. Vous innovez pour la formation professionnelle, donc vous êtes en train de développer des programmes grâce au numérique ou en utilisant le numérique qui vont nous permettre d'être beaucoup plus performants dans la formation professionnelle au Québec. Le ministre s'est même montré ouvert à débloquer davantage de fonds pour l'institution valdorienne. C'est sûr que je retourne à Québec, puis j'ai le goût de me battre encore plus pour l'AFP. Parce que je me dis, si on est capable d'aller chercher plus d'investissements en AFP, ça va permettre notamment à Val-d'Or de continuer à renforcer son expertise. Le ministre de l'Éducation salue le rayonnement du CFP de Val-d'Or au-delà de la région, notamment avec son Centre national des mines. Ainsi, il invite l'école à continuer de se démarquer. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Ensuite, c'est ce soir que va se tenir la 35e édition de la Nuit des sans-abri sous le thème « L'itinérance sans visage ». En Abitibi-Témiscamingue, c'est Amos, Lassar, Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Ville-Marie qui vont souligner l'événement aujourd'hui. Une soirée organisée pour briser les barrières et parler des réalités des personnes en situation d'itinérance. Des spectacles et des prestations sont prévus aux 4 coins de la région. Une grande communion, donc, sans jugement et dans une ambiance festive. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les personnes itinérantes ont assez de ressources dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et aujourd'hui, c'est une journée bien symbolique pour le droit des femmes au pays, puisque ça marque le jour où, en 1929, le plus haut tribunal d'appel du Canada reconnaissait les femmes comme des personnes aux yeux de la loi. En plein mois d'octobre, mois de l'histoire des femmes, des associations en lien avec ces luttes rappellent l'importance du chemin qu'il reste encore à faire. C'est d'ailleurs encore plus le cas dans une région ressource comme la nôtre, comme en témoigne Mia Bibeau du regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Bien, surtout dans les domaines d'exploitation, on ne se mentira pas que c'est souvent encore des domaines genrés. C'est des domaines non traditionnels pour les femmes, pardon. Donc, encore là, c'est souvent les métiers qui payent le mieux. Donc, c'est ça. Il y a quand même un grand écart à ce niveau-là pour les femmes de la région. Et maintenant, en lien avec la sécurité des élèves aux abords des autobus scolaires, le ministre de l'Éducation nous confirme qu'une réflexion est amorcée au sein du gouvernement, même si aucun engagement précis n'est encore pris. Et c'est bien sûr en lien avec la famille du jeune Amosois, Nathan Macamo, happé mortellement à la sortie de son autobus scolaire en août dernier. Ils ont déposé la semaine dernière une pétition qui réclame des mesures additionnelles de sécurité, comme celle de ne pas permettre à un écolier de traverser seul sur une route à 90 km/h. Le ministre Drainville assure que le dossier est sur la table de sa collègue Geneviève Guilbeault au transport. Quels seraient les moyens qu'on pourrait prendre pour éviter qu'un pareil drame se reproduise? Alors, il y a une réflexion qui est en cours là-dessus. Sur le détail de cette réflexion-là, je pense qu'il faut poser la question à Geneviève pour voir où elle en est. Mais chose certaine, avant même d'arriver avec des changements, là, il faut que chacun d'entre nous, on s'ajuste. Parce que là, à un moment donné, ce qui est arrivé à Nathan, ça n'aurait pas dû arriver. La Bibliothèque de Rouyn-Noranda vous invite cet après-midi à l'événement « Un artiste se livre ».
en compagnie du comédien Luc Guérin. Il est comédien et acteur, surtout connu pour son rôle de Marcel dans Les Boys ou de Jacques Faneuf dans Virginie. Il va discuter avec l'animateur Martin Guérin de ses coups de cœur littéraires, ses lectures du moment et de son rôle actuel dans la pièce Brou, Nouvelle administration. Ils vous attendent dès 15h à l'Atrium de la Bibliothèque municipale. Les Foreurs de Val-d'Or disputent ce soir le premier de 3 matchs en 3 jours ce week-end. Pour commencer, ils vont se mesurer ce soir au Rempart de Québec au Centre Vidéotron avant d'aller jouer samedi et dimanche après-midi au Colisée financière Sun Life de Rimouski face à l'Océanique. Les Foreurs cherchent à rebondir, eux qui ne comptent que 2 victoires en 9 matchs jusqu'à maintenant cette saison. Et de leur côté, les Huskies jouent demain après-midi à Shawinigan face aux Cataractes avant de conclure leur fin de semaine dimanche après-midi face aux Olympiques à Gatineau. Et de leur côté, les Forestiers d'Amos reprennent l'action ce soir, eux qui avaient bénéficié d'un week-end de congé la semaine dernière. Ils affrontent les riverains du collège Charlemagne ce soir dès 19h au complexe sportif Desjardins d'Amos, avant de recroiser à nouveau le fer avec cette même équipe demain après-midi, toujours du côté d'Amos. Depuis le début de la saison, les hommes de Jean-Daniel Charon sont au 2e rang de leur division avec 5 victoires en 10 rencontres. À la météo, on a un beau vendredi avec du soleil à la tonne. Sur tout le territoire, on prévoit des maximums de 17 degrés. Et voici ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit. Tant au nord qu'au sud, le ciel sera dégagé avec un minimum de plus 5 degrés. On a vraiment une fin de semaine parfaite qui nous attend avec encore une fois beaucoup de soleil. En terminant, comme mentionné un petit peu plus tôt dans le bulletin, c'est ce soir que la nuit des sans-abri va avoir lieu. Mon collègue Alexandre sera sur place en direct. Il vous en parle au bulletin de 18h. Eh bien voilà, c'est complet en ce vendredi midi. Profitez bien de votre journée. À plus tard.